Alors, qui parmi vous a vu le film Vice Versa des studios Pixar? Waouh, vous n'êtes pas nombreux. Bon, alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, ce film raconte les aventures de personnages qui animent notre cerveau et particulièrement celui de la jeune Riley, ado de 11 ans, en pleine transformation psychologique. Ces personnages sont joie, colère, peur, dégoût et tristesse. Et si demain, joie, colère, peur, dégoût et tristesse étaient sollicités via le neuromarketing, 80% des informations assimilées le sont par ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. C'est ce que nous allons évoquer maintenant avec le prochain panel animé par Christophe Danet, CEO Digital Makers. J'appelle les intervenants suivants à le rejoindre. Pierre Calmar, CEO iProspect France. Guy-Philippe Goldstein, CEO, co-founder de MacaFriend. Étienne Grasso, co-dirigeant Matière Grise Consulting. David Hachez, mon ami belge et compagnon de chambrée il y a quelques années, dans une autre vie. David Hachez, donc CEO et co-founder Get Smiley. Ça y est, vous êtes prêts? Parce que là, il faut être en forme. Il va falloir être sérieusement en forme. Alors, depuis un petit moment, on parle beaucoup de visibilité, d'adblog. Enfin, c'est des sujets qui nous ont posé des questions. On parlait tout à l'heure de user-centric, se recentrer sur le consommateur. On va s'adresser un peu plus fortement au consommateur, à son cerveau. Et en fait, c'est de là est venue notre réflexion sur le neuromarketing. Alors, on ne va pas l'aborder sur un sujet très scientifique, excusez du peu, mais on essaie de porter le sujet sur des réflexions. C'est comment aujourd'hui on peut mettre en application le neuromarketing. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez tous ce que c'est que le neuromarketing? Non, bon, on va en parler 2 minutes avant qu'Étienne fasse l'introduction. Je vais juste déflorer un peu le sujet sur le sujet. Donc, le neuromarketing, c'est l'application de ce qu'on appelle des neurosciences cognitives au marketing et à la communication. Ça va? Bon, alors je continue. Donc, le but de cette discipline émergente, c'est finalement de mieux comprendre les stimuli, les comportements des consommateurs grâce à l'identification des mécanismes cérébraux, ce que vous avez dans la cervelle en fait. D'accord? Et lorsque ça intervient au cours d'un processus d'achat ou est-ce que quand vous êtes soumis à un stimuli publicitaire. Voilà, donc on ne va pas ouvrir les cerveaux, je vous rassure, mais on va essayer de voir comment on peut le mettre en application. Vous allez voir, c'est assez intéressant parce que par rapport à tout ce qu'on s'est raconté ce matin, il y a beaucoup d'éléments que vous allez retrouver. On va parler de data, on va parler de data d'émotion surtout, parce que je pense que c'est un vrai sujet là-dessus. Et en fait, cette data émotionnelle, comment on va pouvoir l'exploiter? Et donc avec notre petit panel représentatif, alors effectivement il n'est pas très féminin, mais on a notre quota de Belge avec David qui vient ici. Bah oui, ça fait 25%. Voilà. Et donc on va commencer, et j'avais envie de poser une première question à Étienne. Étienne qui est donc le patron de Matière Grise Consulting. Est-ce qu'il peut revenir, tu peux revenir sur une définition simple et claire du neuromarketing et des neurosciences? Oui, merci pour l'invitation. Alors c'est vrai que quand on parle de neuromarketing en général, alors c'est déjà une nouvelle discipline marketing. Si on revient à la base, les métiers du marketing, c'est de chercher à influencer au mieux les comportements des consommateurs. C'est la base même de nos métiers. Avec le neuromarketing, il s'agit de confronter les nouvelles réalités marketing aux résultats qui ont été obtenus par des branches assez récentes du savoir. J'entends par là l'économie comportementale, la psychologie cognitive, la psychologie évolutionniste. Enfin, il y en a une trentaine, je ne vais pas toutes les nommer ici, mais qui ont fait des progrès considérables sur les 30 dernières années et qui montrent d'ailleurs une chose, c'est que tout ce qu'on croyait savoir sur le cerveau a été démontré faux sur les 30 dernières années. Et puis, vous avez une partie qui est très axé sur les techniques, tout ce qui est imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, le GG, la conductance cutanée. Bon, il y en a un certain nombre. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un point là-dessus. C'est-à-dire que quand on parle de neuromarketing, en général, et je pense que c'est pour la majorité des personnes qui sont ici présentes, elles associent automatiquement, quand on fait une recherche mémorielle, on associe le neuromarketing à de l'imagerie. C'est vrai qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui vont en Belgique, qui vont aux Pays-Bas pour analyser leur support de communication comme une forme d'A/B testing. Donc ça permet de rassurer les marques quant à leurs insights de communication. Ça peut apporter des éléments de réponse, sauf qu'en termes de ressources, c'est relativement coûteux. Et en termes d'analyse de data, ça prend un peu de temps. Donc d'un point de vue très opérationnel, pour les directions marketing qui sont aujourd'hui confrontées à un écosystème digital qui est
extrêmement réactif. Les directions n'ont pas forcément le temps d'investir des moyens pour tester leur création publicitaire. Si tu permets, on voit mal envoyer tous les consommateurs à l'hosto pour passer une URM pour savoir ce qu'ils pensent de la publicité ou quelles sont les zones du cerveau qui sont stimulées sur le sujet. Donc, Oui, et puis nous on part du principe que pour bien influencer les comportements des consommateurs, il y a 3 choses essentielles. La première, c'est de travailler une vision du monde. C'est-à-dire que si j'ai envie de vous vendre une paire de baskets, je vais travailler une vision du monde dans lequel le fait de se lever le matin pour aller vendre, pour aller courir, de revenir transpirant, je suis dans cette vision du monde pour vendre une paire de baskets. La deuxième chose, c'est on parle beaucoup d'expérience utilisateur, mais l'expérience client, c'est-à-dire d'être confronté au produit, de pouvoir le tester, de pouvoir échanger, extrêmement important, et c'est un levier d'influence extrêmement fort. Et le dernier levier, qui est non des moindres, qui est le plus important, c'est le contexte social. C'est-à-dire qu'on est une espèce sociale, donc on réagit avec d'autres cerveaux. C'est un peu le principe des neurones miroirs. Donc vous n'avez qu'à regarder les phénomènes qu'on observe dans la queue d'un Apple Store. Vous avez des comportements que vous n'auriez pas en étant tout seul devant votre écran. Donc le contexte social est extrêmement important et vous ne pouvez absolument pas le retrouver dans de l'IRM parce que vous êtes dans un environnement clos, complètement déconnecté du contexte social. Donc le neuromarketing aujourd'hui, il va permettre, en tout cas les neurosciences, parce que le neuromarketing ça fait peur aujourd'hui. Quand on parle de neuromarketing, nous on utilise ce terme, mais c'est plutôt les neurosciences, on a l'impression qu'on va implémenter un bouton achat dans le cerveau des gens. Bon, si c'était le cas, on l'aurait modélisé depuis un moment et puis on aurait fait la couverture du Figaro depuis un moment. Donc c'est pas le cas. En revanche, on est capable, d'un point de vue opérationnel, de travailler des mécaniques assez fortes, de mécaniques de l'attention. J'ai beaucoup entendu parler depuis ce matin de l'attention. L'attention extrêmement forte, les mécaniques de la mémorisation et les mécaniques de la prise de décision. Donc nous, on travaille depuis un certain nombre d'années avec nos partenaires à travailler ces insights-là. Donc justement, comment on peut les rendre un peu plus concrets, opérationnels? Est-ce que là-dessus, il y a des éléments, comment on passe à la mise en application des premiers enseignements ou des enseignements que l'on pense être intéressants par rapport à cette application des neurosciences? On n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais en tout cas, aujourd'hui, les directions marketing elles sont confrontées à une concurrence qui est extrêmement forte. Les clients sont de plus en plus difficiles à fidéliser, on l'a vu, on le voit depuis ce matin. Et vous avez des secteurs comme l'automobile, par exemple, on retrouve à peu près 50% de switchers, donc ce qui est quand même pas neutre. Il y a d'autres secteurs d'activité comme la banque assurance qui est en pleine mutation. Donc nous, on va s'attacher à travailler les mécaniques de l'attention, puisque l'attention, c'est le vrai portail de l'information. L'attention, c'est vraiment nécessaire pour le traitement de l'information qui vient de l'extérieur. Mais il faut différencier différents types d'attention. Si vous me laissez le temps, je vais juste prendre deux secondes là-dessus. On a 4 types d'attention qui coexistent en permanence. On a d'abord une attention mécanique. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on va parcourir notre environnement à la recherche de formes, de contrastes, de couleurs et de visages. C'est la même chose pour toutes les espèces. C'est-à-dire qu'on soit un homme, une femme, moyen-oriental, asiatique, européen, on va s'attacher à ces formes, ces contrastes, ces couleurs et ces visages. Donc, nous, on a un logiciel qui nous permet de faire de corréler ça à un eye tracking standard et qui va permettre d'analyser là où va se porter le regard sur les 5 premières secondes. Vous avez ensuite l'attention sociale, qui est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est une espèce sociale, donc on va parcourir notre environnement à la recherche de conventions sociales, de tribus qui sont liées à notre individu. Et puis vous avez l'attention conditionnée. Je vais prendre un exemple concret. Si vous avez décidé d'acheter une Fiat 500, alors ça marche pour n'importe quel type de véhicule, mais si vous avez décidé d'acheter une Fiat 500, vous allez vous rendre compte très rapidement que vous allez voir des Fiat 500 un petit peu partout. C'est juste la rencontre de processus cognitifs conscients et inconscients. C'est une attention conditionnée qui va être conjoncturelle à un certain moment, à un moment donné. Et puis vous avez une attention conditionnée qui va être plutôt structurelle. C'est ce que nous avons tous par rapport à des éléments de branding, donc nos habitudes par rapport à une marque, on va la repérer beaucoup plus facilement dans notre environnement. Et puis la dernière qui, elle, est complètement consciente, si je demande aux personnes de citer le nom, enfin de noter en tout cas le nombre de fois où on va citer neuromarketing sur les 5 prochaines minutes, vous allez dans un processus
d'attention. Donc les 3 premières sont inconscientes, donc non sujet à introspection. Et encore une fois, le pilier fondamental du neuromarketing repose sur le fait qu'on est régi par des processus inconscients. 95%, ce qui n'est pas neutre. Or, 90% des actions marketing des marques ciblent la partie consciente. Ouais, d'accord, tu veux dire qu'en fait, est-ce qu'on n'est pas finalement trop rationnel quand on s'adresse aux cibles, surtout sur le digital? Genre, moi j'ai en tête le cliquer ici, et puis qui est un peu caricatural, mais est-ce qu'on n'y va pas un peu trop fort là-dessus? Parler de rationalité, on est des êtres irrationnels. Donc, on sait depuis longtemps que la notion de rapport qualité-prix a peu de place par rapport aux émotions et par rapport à notre attitude dans un contexte particulier. Oui, c'est ce que disait Michel tout à l'heure, en disant, quand on disait que 80% des informations étaient prises par le cerveau émotionnel, ça peut se résumer Oui, mais comme ça. les émotions sont extrêmement importantes. On le voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe actuellement avec les attentats. On a une charge d'attention qui est beaucoup plus portée sur ces événements dramatiques. Oui, la COP21 qui débute ce week-end. Oui, là aussi on est attentif. À part les problèmes de circulation, ça intéresse très peu de personnes. Oui. Donc les émotions sont extrêmement importantes. On essaye de toucher les émotions, mais avant de créer une émotion, il faut créer de l'attention. On parle des émotions en général dans la création publicitaire, et comme on parle de création aujourd'hui, la création est sous-investie. Et elle est surtout sous-investie sur le digital. J'ai pas vu encore de prix sur la meilleure bannière ou sur le meilleur pavé. Aujourd'hui, quand on parle d'une performance de campagne, on parle plutôt d'audience planning, d'un bon dispositif. Mais la création, elle arrive, je vais pas dire en dernier lieu, mais comme certains anciens médias pour lesquels j'ai travaillé également, mais où on n'investissait pas la création. Donc c'est extrêmement important de travailler ces mécaniques en amont, ce qu'on fait avec les annonceurs en amont sur la création, pour savoir si on va essayer de bien capter l'attention, si notre message va être mémorisé, et s'il va induire, on va essayer d'induire au maximum une prise de décision. On est sur une logique héroïste, essayer d'optimiser ça, en sachant bien évidemment que le contexte dans lequel on va se retrouver exposé à un moment donné aux créations, ça dépend aussi de notre état du moment. D'accord. Alors je crois que j'avais une question qui était sur c'est quoi la to-do list à avoir aujourd'hui sur le sujet, mais je crois que là tu avais besoin d'avoir un petit support. Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup, mais ça, au moins j'en parlais, mais encore une fois, c'est ces 3 choses qui sont importantes à avoir à l'esprit, c'est l'attention et surtout sur la prise de décision. Là, on va travailler des raccourcis cognitifs. Donc il y en a un certain nombre. Je pense que c'est sur ce que je t'avais envoyé, mais il est important de travailler. C'est-à-dire qu'en termes d'attention, on va toujours être très sensible à la manière dont on s'adresse à nous. C'est-à-dire que dès qu'on s'adresse à notre personne, on va être beaucoup plus attentif. Donc dans l'adressage, ce qu'on appelle l'ego l'affect, de s'adresser à une personne directement ou en utilisant des informations intimes, va être beaucoup plus efficient en termes d'optimisation, en termes d'attention. Vous avez le framing, donc ça c'est la manière dont on va donner l'information. C'est-à-dire que si je suis médecin et que je vous dis que sur les 10 personnes que j'ai soignées d'une grave maladie, 6 mois après l'opération, il y a 9 personnes qui sont en vie, je vous donne une information. Je peux vous dire exactement la même chose en vous disant sur les 10 personnes que j'ai opérées, une personne est morte 6 mois après l'opération. Dans ce cas présent, vous allez demander un avis contradictoire. Et pourtant, je vous donne la même information. Donc la notion de framing est extrêmement importante. Le social, j'en ai déjà parlé. Et puis l'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus incité pour éviter des pertes qu'obtenir des gains. Donc on a des notions de temporalité. Et sur le digital, on est capable aujourd'hui, sur des créations, d'optimiser de la performance. Nous, on le voit quotidiennement. Alors, les dispositifs sont très bien faits. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont super équipées. C'est-à-dire que tout le spectre, l'écosystème digital et des autres médias
est relativement bien fait. Sauf qu'aujourd'hui, pour prendre une image, c'est une Ferrari qui roulerait un peu en première ou en deuxième. Donc les neurosciences et le neuromarketing opérationnel va vous permettre de passer la deuxième et la troisième en essayant d'optimiser justement les actions sur le digital. Alors, j'ai juste passé à ton voisin, qui est Pierre Calmin, le patron d'iProspect, et qui est aussi un brillant écrivain qui a écrit un livre qui s'appelle L'Homme à venir, ce que j'ai lu et que j'adore. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Et en fait, moi, j'avais besoin d'avoir ton point de vue de l'utilisation du neuromarketing à l'aune de la publicité digitale. Et est-ce que c'est de la science-fiction pour un publicitaire à venir, en quelque sorte? Alors déjà, la science-fiction, je tiens à dire que moi j'adore et qu'il faut toujours les écouter, les mecs de science-fiction, les écrivains. C'était le cas de Jules Verne, mais c'est aussi le cas d'Isaac Asimov, de Frank Herbert, Philippe K. Dick, qui ont tous prévu d'une façon ou d'une autre la fusion entre l'homme et la machine, qui est justement l'un des points d'atterrissage, l'un des points de départ, même de mon bouquin L'Homme à venir, et qui raconte que bientôt on sera des individus augmentés, donc l'espèce humaine va disparaître telle qu'elle est aujourd'hui, et on sera des hybrides biotechnologiques. Et là, tout d'un coup, le neuromarketing prend tout son sens, puisqu'effectivement, l'intelligence augmentée, ce sera justement une façon tout à fait nouvelle de ressentir des émotions différentes, où la part du rationnel et de l'irrationnel justement reste encore à déterminer, mais où en tout cas on aura besoin en tant que communicant, que l'on soit simplement individu, mais aussi gouvernement ou marque, à devoir communiquer avec des intelligences augmentées, avec des défis tout à fait nouveaux. Et c'est pour ça que je suis convaincu que le neuromarketing a un avenir absolument incroyable devant nous. Et l'une des raisons pour lesquelles je suis convaincu, c'est aussi que ça a déjà commencé. Si j'en reviens à la base du marketing, tu l'évoquais rapidement tout à l'heure, les fondements du marketing, à l'origine, c'est donc de bien comprendre le consommateur, être capable de le pousser finalement, d'adapter le bon produit et de lui pousser ensuite le bon message. Et donc, on va jouer sur l'intention des gens, que ce soit des intentions donc explicites, où là, on fait plus appel effectivement au cerveau, on va dire rationnel, ou des intentions implicites qui ne sont pas forcément exprimées, et là, effectivement, il faut aller deviner les choses. Alors, sur l'explicite, on fait déjà beaucoup de progrès, puisque dans le temps, hein, si on se remet, ne serait-ce qu'il y a 15 ans, il n'y avait même pas de moteur de recherche. Il faut se rendre compte quand même de la vitesse à laquelle tout ça va. Or, aujourd'hui, Google est en train de travailler avec des intelligences artificielles à modifier ce qui était autrefois un algorithme, le fameux algorithme de Google, et qui bientôt va devenir une intelligence. C'est-à-dire qu'on va poser une question à un être, voilà, qui sera, appelons-le une intelligence artificielle, qui va vous répondre directement. Et là, pour le coup, cet être, il doit absolument intégrer des notions de sciences cognitives, puisque la façon dont il va fonctionner est de fonctionner précisément comme son interlocuteur, c'est-à-dire comme un humain. Donc là, on a réellement un développement de la part des plateformes digitales sur les sciences cognitives qui sont probablement spectaculaires sur le moyen terme. Donc si tu fais la connexion avec comment on va l'exploiter sur le plan publicitaire, si on est un peu plus trivial par rapport au sujet qui nous incombe aujourd'hui. Alors ça, effectivement, tu as raison de le souligner, mais ça va même au-delà de ça, parce que quand tu as une plateforme, ce qui compte, c'est la qualité de l'interface. Et la qualité de l'interface va dépendre de la pertinence de ta réponse. Et d'ailleurs, c'est tout le discours de Google. Alors après, se mélange dans tout ça la logique du marketing et une logique beaucoup plus publicitaire, mais il n'empêche que la base de l'histoire, c'est d'être capable de répondre de façon hyper pertinente à l'individu. Mais la magie du neuromarketing, c'est justement quand on commence à s'intéresser à ce qui est implicite, c'est-à-dire non exprimé. Là, effectivement, le neuromarketing potentiellement est encore plus puissant, puisqu'il n'y a même pas de requête émise par le consommateur. Il y a des signes, des traces, des informations qu'il va distiller, et qui vont permettre de mieux cibler la façon dont il risque de se comporter. Et donc là, on est sur des logiques de data qui sont prédictives et qui vont permettre donc d'affiner totalement la logique de marketing. Et puis, pour finir, Christophe, il y a une raison, je pense, à mon avis, plus philosophique, finalement, sur l'avancée du neuromarketing. L'un des points qui me paraît sauter aux yeux, mais il serait trop long ici de refaire tout le développement, mais notamment l'une des conclusions de mon bouquin est de dire que et bien finalement, quand on est une organisation, ce qui va compter de plus en plus, c'est de placer le bonheur au centre de son projet et au centre de ce que l'on offre aux autres. Et quand je dis organisation, c'est vrai à la fois des marques et c'est vrai des gouvernements, par exemple. Or, justement, le bonheur est éminemment quelque chose qui relève de l'émotion, qui relève du cognitif. Et c'est pour ça que le neuromarketing, en ce sens-là, a certainement une carte très importante à jouer, y compris dans une ère nouvelle qui ne sera plus la publicité. On a déjà prononcé tout à l'heure le mot de la fin de la publicité, je suis complètement d'accord avec ça.
On est sur une ère de contenu complètement différent qui s'ouvre à nous et sur lequel donc ce projet d'offrir du bonheur va trouver un écho considérable dans une utilisation pertinente du neuromarketing. D'accord. Alors, j'ai juste sauté un petit peu à ton voisin parce que ce qui m'intéressait aussi de voir auprès de vous, c'était comment on pouvait recueillir finalement cette donnée émotionnelle. Et donc, David, toi, tu as une société qui s'appelle Get Smiley, donc tu vois, du bonheur au sourire, il n'y a qu'un pas, que je franchis allègrement. Et c'est compliqué pour aujourd'hui pour mesurer cette émotion où on a déjà un peu des techniques. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais Il existe deux types de techniques qu'on utilise. La première est une technique d'observation, ce qu'on appelle le facial coding, où on parvient à identifier avec une simple webcam sur le visage d'un individu quel type d'émotion est vécu par cette personne en temps réel. Et donc l'algorithme là est l'instance artificielle, d'intelligence artificielle qui processe les datas sur base d'un historique et d'analyse humaine. Au départ, l'input était humain, parvient à analyser en temps réel quelle est l'émotion vécue. Ça, c'est de l'observer. Et puis après, on a mis en place une deuxième mécanique qui, elle, est beaucoup plus simple pour l'individu. Elle est de type déclaratif. Et elle est de type déclaratif rapide, instantané et sans devoir réfléchir. Parce qu'il est important, effectivement, d'éviter qu'il y ait de la réflexion autour de l'input ou de la donnée émotionnelle qu'on souhaite transmettre à l'entreprise qui souhaite connaître quelle émotion on a vécue par rapport à une expérience. Concrètement, tu peux expliquer peut-être à notre audience comment ça se passe techniquement quand tu vas sur un site ou tu visualises un film publicitaire. Voilà, donc ce qu'on propose, c'est une technique assez légère où on demande simplement, on pose une question assez basique, hein, ça va être super con si je peux me permettre l'expression, excusez-moi, je suis belge, je me permets d'être vulgaire. Donc c'est de poser la question, comment vous sentez-vous par rapport à cette interaction que vous venez avoir? Donc ce n'est pas, est-ce que vous m'aimez bien? Ce n'est pas, tiens, donnez-moi votre feedback. C'est comment est-ce que vous vous sentez? Et donc c'est d'avoir une attitude empathique vis-à-vis de la personne qui va répondre à l'enquête. Puisque c'est des micro-enquêtes qui prennent maximum 8 à 10 secondes à compléter entièrement pour une série de 5 questions. Et à partir de là, on peut déduire un certain nombre de comportements et d'analyses. Et donc c'est vraiment de poser cette première question-là et de proposer une échelle de 6 émotions. Donc ce n'est pas une échelle de 1 à 5 ou de 0 à 5 ou de 0 à 6 ou de 1 à 6 ou de 0 à 10, comme on a le Net Promoter Score qui est une métrique fort utilisée dans le monde de l'entreprise pour évaluer la Customer Experience. En gros, on propose une palette émotionnelle en fonction de l'interaction qui est vécue par l'individu. Et chaque émotion n'a pas la même pondération dans le résultat. Ce qui fait qu'à la sortie, pour l'entreprise, elle obtient un score d'impact émotionnel en temps réel de toutes les interactions qu'elle déploie vis-à-vis de son public. D'accord, donc on peut assimiler ça à presque de la data émotionnelle ou C'est de la data émotionnelle, dont l'input est déclaratif. Et notre background scientifique a permis de constituer un algorithme suffisamment puissant qui permet de déduire finalement cet input déclaratif en fait en observer et de faire matcher les deux. Alors, juste une question un peu par rapport à la privacy, parce qu'à partir du moment où on commence à repérer ce type d'informations, on n'a pas toujours envie de donner son émotion du moment, parce qu'on a envie peut-être de la garder pour soi. Oui, et là je vais peut-être taper un peu dans la fourmilière, puisque notre approche chez Get Smiley est une approche éminemment respectueuse de la vie privée des gens. Donc on ne collecte pas de données personnelles et les outputs vers nos clients ne sont pas identifiables à l'individu, à la single person customer view. Le but est le suivant, c'est que, enfin la démarche est d'ordre philosophique, c'est qu'on est des êtres humains, c'est le premier point, et qu'on est éminemment chaotique. Et que donc donner un input aujourd'hui sur ce que je sens, ce que je vis à l'instant T, du moment T dans l'environnement et le contexte qui m'est donné, peut être changé demain par X ou Y éléments extérieurs qui va faire que je vais changer mon attitude vis-à-vis du monde et de la perception du monde que j'ai. Dès lors, quel est l'intérêt d'une mesure d'un like, excusez-moi pour Madame Facebook, mais d'un like sur une page marque que j'ai postée il y a 3 mois aujourd'hui? Ça n'a aucun intérêt de notre point de vue. Donc il est important d'avoir une mesure en permanence et multiple
de cette émotion qu'on est capable de dégager en tant Ouais, qu'entreprise. ce que sur disait son- Étienne, c'est qu'à un moment donné, l'environnement dans lequel on est, in situ, le même message dans des contextes totalement différents peut avoir un impact du simple au double ou du simple au triple ou de 1 à 10 sur le sujet. C'est un peu. Ben, on est capable tous de péter un plomb. Ouais, Donc ça veut dire qu'on peut changer radicalement notre comportement. d'accord. Donc pour les annonceurs, c'est des données qui sont exploitables ensuite de manière assez facile sur le sujet. On est bien d'accord? Tout à fait, il y a un dashboard qui est proposé et qui permet de suivre un peu sur la ligne du temps la température émotionnelle de son public, de son audience au sens large. Et finalement, le panel de consommateurs qu'on va interroger en tant que marque, on ne passera peut-être plus via une société de market research, mais on passera par ses propres clients et son public. Alors justement, quand on parlait de données, on a parlé pas mal de data ce matin avec Richard. Et en fait, moi, j'avais envie de revenir un peu sur cette donnée émotionnelle avec Guy Philippe. Pourquoi faire? Pourquoi on peut recueillir cette donnée? Comment on peut l'exploiter? Est-ce qu'on n'a pas finalement assez de données avec tout ce qu'on peut traiter par ailleurs sur le sujet? C'est quoi l'intérêt du... En fait, on se rend compte qu'on a face à nous des éléments de données. Et on parlait il y a un instant de la question de l'émotion. Et en fait, derrière la question de l'émotion, on peut se poser la question des patterns émotionnels. Et on va faire derrière ça des personnalités. Des personnalités qui déterminent certaines réactions émotionnelles. Je donne un exemple. Imaginez que vous êtes quelqu'un d'introverti avec une vision un petit peu traditionniste du monde. Et tout d'un coup, on vous envoie un message assez agressif sur une nouvelle marque. Vous allez avoir une réaction, une émotion, qui risque non pas d'être l'indifférence, mais qui risque d'être une émotion négative. A contrario, si vous avez en face de vous quelqu'un qui, au contraire, est plutôt extraverti et qui est très ouvert aux nouvelles expériences, ce même message risque d'avoir un effet positif, d'être bien compris. Donc c'est très important, en fait. On a fait quelques études avec Nugad, on a quelques slides là-dessus. Ouais. Merci. On s'est rendu compte qu'il y avait l'importance à essayer de comprendre quelle était l'importance de cette personnalité. Ouais. Et avec Nugad, on a fait une campagne au cours des 9 derniers mois pour essayer de voir justement l'importance de ces informations de personnalité versus l'information sociodémographique qui est utile, qui est importante. Et on s'est rendu compte que sur 5 préférences commerciales, est-ce qu'on aime les produits bio, les magasins discount, est-ce qu'on est intéressé par les services éducatifs, les offres de base, gaz, éducation, électricité et les articles de sport, on a vu que le sociodémo classique, qui est utilisé tout le temps, l'âge, le revenu, le sexe, le niveau d'éducation, a expliqué jusqu'à 25% de l'intensité, est-ce que je suis très intéressé, pas intéressé. Cette variation est expliquée à 25% par le sociodémo. Mais on a vu que les informations psychométriques, je t'expliquerai un petit peu ce que c'est, expliquaient jusqu'à 47% de cette variation-là, avec des choses parfois très étonnantes. Par exemple, le service éducatif, on s'est rendu compte qu'évidemment, les gens qui étaient très ouverts aux expériences nouvelles étaient bien plus intéressés. Mais à contrario, sur tout ce qui est offre de gaz, électricité, donc les offres de base, les gens qui avaient une très faible, qui étaient très traditionnels, étaient extrêmement intéressés à ces offres-là. Donc on se rend compte qu'il y a un pattern important, il y a un pattern qui est très utile, donc on parle de publicité ici, parce que souvent on va démarrer avec des cibles classiques, mais si on a une marque grand public et on est face, mettons on va vendre de l'automobile et on est face à typiquement un homme, 35-55 ans, 2 enfants, des revenus élevés, on a dit ça, on ne sait pas exactement, quand on a un portefeuille de marque, quelle marque adresser à cette personne-là. Bon. Et si par contre on sait que cette personne-là est un haut niveau de PNS, on a de plus grandes chances d'avoir un résultat positif si on va mettre en avant, mettons, la dernière nouvelle voiture électrique avec toutes les innovations possibles. A contrario, si elle est entrée bas en openness, donc très traditionnelle, on va plutôt lui mettre en avant une marque reconnue qui a plus de 20 ans d'existence, etc. Et on le voit aussi, et ça je viens d'en parler avec la directrice marketing d'Adventory, la manière même de construire un message. On a parlé de créa et de l'importance de la créa. Il y a là un art qui est un art naissant, mais une capacité à adresser un message qui soit pertinent, qui fasse réagir plus en fonction de la personnalité de la personne en face de vous. À nouveau, je prends quelqu'un qui a un haut niveau de PNS, on va faire un exemple très caricatural, la même voiture, on va mettre en avant les nouveautés. C'est révolutionnaire, c'est l'édition 2016, etc. J'ai en face de moi quelqu'un qui est très traditionnel, je vais mettre en avant, non, c'est une grande tradition des voitures qui en sont faites depuis cette façon-là, avec une grande marque importante, etc. Donc on voit l'importance de la donnée de personnalité qui structure une réaction émotionnelle
Et quand on fait un petit peu le tour, et pour revenir à ta question, l'importance des données, je pense qu'on est en train d'aller vers un monde où il y aura plusieurs jeux de données, chacune a son importance. Quand je parlais de la donnée de personnalité, elle explique beaucoup, mais elle explique absolument pas tout. Et on voit qu'avoir le sociodémo, avoir peut-être demain la personnalité, avoir d'autres données intentionnistes, etc., va constituer un ensemble de données qui va permettre d'aller plus loin dans la compréhension, la perception de quelle marque pour qui. D'accord. Et Pierre, par rapport à ce type de technique aujourd'hui, on est aujourd'hui. Quelle réflexion tu as là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que vous commencez déjà à intégrer dans les agences? Oui, tout à fait. Et on voit bien un glissement que je trouve très intéressant. Alors, il y a un glissement qu'on voit et à mon avis, un qu'on ne voit pas. Ouais. Le glissement qu'on voit, c'est un glissement qui va du mass média, du mass market, à l'hyper-personnalisation. Ouais. Et effectivement, le neuromarketing est fondamental pour être capable de comprendre les ressorts émotionnels qui vont transformer une créa lambda en créa qui procure réellement un vrai envie, un vrai désir. Donc on a cette logique-là, mais de plus en plus, cette logique ne suffit plus. Parce qu'on est dans un monde, justement, alors j'ai plus les gros mots de tout à l'heure, mais de data, de programmatique, d'hyperciblage, etc., qui fait que plus on va être capable, à partir d'un bon concept, d'une bonne idée, de la décliner de façon subtile et intelligente en fonction des personnes, des individus, et donc des états d'esprit, autant au sens littéral du terme, état d'esprit, et plus on va devenir efficace. Et le marketing va complètement vers ça. Et c'est grâce à la technologie, parce qu'effectivement, c'est la combinaison de plusieurs choses. Et la technologie d'achat d'espace publicitaire mêlée au CRM, combinée avec les avancées que l'on a effectivement sur la compréhension du fonctionnement de l'être humain, qui permettent d'aller vers ça. Donc ça, c'est le glissement le plus visible, et à mon avis, le plus pertinent et le plus immédiat. Il y a un deuxième glissement qui me paraît plus caché, mais tout aussi intéressant. C'est le glissement qui renverse complètement la logique de marketing. Parce qu'au fond, on oublie souvent, parce que là on parle depuis tout à l'heure, on dit voilà, les marques ciblent les consommateurs, etc. Et on va chercher de plus en plus pointu. Voilà. La réalité, c'est que, en tout cas jusqu'à aujourd'hui et en France, c'est le consommateur qui choisit, in fine, la marque en question. C'est lui qui fait le choix. Or, est en train de se développer une logique, un peu en filigrane, qui consiste à augmenter l'intelligence du consommateur lui-même pour que finalement ce soit son algorithme à lui, peut-être de plus en plus rationnel et de moins en moins émotionnel à débattre, qui va lui permettre de mieux choisir les marques qu'il va justement sélectionner. Et là, je pense que c'est un domaine extrêmement intéressant du neuromarketing, puisqu'on pourrait tout à fait imaginer un moteur inverse qui partirait du consommateur et qui irait justement jusqu'à la sélection des marques. Ce qui a plein de retombées d'ailleurs et d'exigences pour les marques en question, mais quelque part, c'est un mouvement qui a été déjà imaginé par les grandes plateformes digitales. Oui. Puisque quand on écoute bien les gens de Google, notamment depuis le départ, c'est quand même bien le postulat de départ. C'est de dire, alors après on sait tous que tout ça est noyé dans une logique aussi très business, mais Google martèle en permanence la logique de pertinence. Et la pertinence, c'est bien comment la réponse que je vais apporter à un individu donné, c'est-à-dire non pas au cerveau humain, mais au cerveau de Christophe Danet, par exemple, eh bien, je vais lui donner la réponse la plus pertinente pour lui. Et bien entendu, ça tient compte de ses caractéristiques dans tous les domaines, et y compris des caractéristiques émotionnelles. Et c'est là où, effectivement, on a un reversement marketing qui me paraît extrêmement intéressant à explorer pour l'avenir. Tu voulais réagir ? Oui, ouais. 2 points, parce qu'il y a une chose très importante que tu as dit, Pierre, juste avant, sur la manière dont on est en train de construire un nouveau message avec une voix humaine. La machine qui a une voix humaine de plus en plus importante. Et on le voit d'ailleurs aussi dans les évolutions. On a parlé dans le panel précédent du fait qu'on est bloqué avec 20 apps par mobile, mais on voit aujourd'hui des choses qui apparaissent autour des chats ou des alertes qui vont aller court-circuiter ce dialogue qu'on a avec les apps pour passer au-dessus des apps via les alertes. Et dans ce cadre-là, l'importance d'avoir une voix humaine fabriquée par la machine, mais qui parle de la façon la plus juste possible, par exemple à la personnalité d'une autre personne, ça c'est très important. On le voit dans les call centers, savoir qu'en call center, quelqu'un qui a la même personnalité que la personne appelante, il y a un dialogue qui va mieux se passer. On peut être sûr qu'on verra les mêmes types de choses qui sont par exemple illustrées dans le film Her, voilà, qui vont venir. Et l'autre chose que tu as dit qui est aussi extrêmement importante et même encore plus fondamentale, c'est effectivement l'importance de la prise de contrôle par l'utilisateur, par le consommateur. Il y a un truc important qu'il faut se dire aussi, parce que là on voit des choses de compréhension, c'est qu'effectivement tous ces outils sont des outils distribués,
ces outils distribués finiront ou sont déjà quasiment dans les mains de l'utilisateur et que quelque part l'utilisateur va mieux se connaître lui-même, va peut-être même mieux comprendre quel message on lui adresse parce qu'on comprend les stratégies que lui adressent les annonceurs, etc. Et que de lui-même, il va peut-être fabriquer lui-même son besoin et être peut-être encore plus directif. Alors, moi, il y avait un autre débat en filigrane qui était intéressant à réaborder par rapport à la publicité digitale. On voit le phénomène des adblocks qui arrive, où les consommateurs, justement, se protègent énormément devant parfois la déferlante publicitaire. Et alors, c'est intéressant de voir, est-ce qu'aujourd'hui, le neuromarketing et tout ce qui peut en découler derrière, est-ce que c'est quelque chose, selon ce que vous pensez, qui peut être intéressant aller chercher pour mieux faire cette intégration et que le message ou le discours publicitaire soit mieux accepté par chacun d'entre nous dans cette logique-là. Je me permets de rebondir parce que je pense que quand on commence à travailler sur l'analyse émotionnelle et qu'on corrèle avec ça des comportements rationnels, on parvient à faire la synthèse des deux et de se dire, tiens, au fond, ce comportement que j'observe vis-à-vis d'un client ou d'un prospect est un comportement de disposition à découvrir quelque chose dans un état d'esprit qui est intéressé ou qui est dans un état d'esprit positif. Dès lors, le contenu qui va être proposé à ce moment-là, l'interface qui va lui être présentée, sera adaptée à son état d'esprit, son état émotionnel, le moment. Et donc, on va parler à ce moment-là d'adaptive web design ou d'adaptive ad design ou d'adaptive shop design. Et donc, c'est l'interface vis-à-vis de laquelle je me trouve confronté dans le monde, en 3D, en virtuel, avec Oculus ou autre, mais va être adaptée à mon état d'esprit sur le moment et va tenir compte de cet aspect qui est 95% important, qui est l'émotion qui va être l'activateur de la mémoire qui elle-même va entraîner des actions. Et donc ça, c'est un challenge, effectivement. Oui, et sur le sujet, effectivement, alors il y a une tendance inverse qui existe aussi, qui est justement la peur, le Big Brother. C'est-à-dire que tout le monde dit aujourd'hui, on voit bien à quel point, un peu partout, on lit, on écoute des gens qui disent « Oh là, mais tout ça, c'est terrifiant, puisqu'on est en train de rentrer dans un monde, c'est 1984, on est audité de toutes parts, et la vie privée, la protection de la vie privée, le droit à l'oubli, etc. » Bon. Même une question d'éthique aussi. Exactement, il y a une question d'éthique qui est derrière tout ça. Moi, je crois que ce point-là, il est contrebalancé totalement, en tout cas c'est mon pari, par un autre phénomène corrélatif qui est l'exigence croissante de transparence. Là encore, le paradigme digital va obliger tout le monde, individus, marques, gouvernements, etc., à un devoir absolu de transparence et de réconciliation entre deux mondes qui étaient jusque-là assez séparés, qui sont le monde de la publicité, en gros, oublie le produit et je te fais rêver, et le monde réel de la façon dont le produit est fait, quel est son sens, comment il rentre dans sa logique sociétale, etc. Et on voit bien aujourd'hui à quel point les marques qui ne font pas ce travail se prennent les pieds dans le tapis. Confère Volkswagen, par exemple, c'est un triste exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Sur le plan politique, par exemple, on peut penser que la désaffection du grand public pour le politique naît aussi de ça. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans un monde où ils pensent qu'ils vont continuer de pouvoir faire quelque chose et dire l'inverse, ce qui, évidemment, on le voit bien en Europe, produit une désaffection croissante des individus pour la politique. Et donc, on a réellement aujourd'hui une exigence par rapport notamment aux annonceurs de transparence et de réconciliation dans les contenus. Et donc, par essence, je crois que le neuromarketing va être très intéressant pour faire ce lien. Et au contraire, on pourra en tirer des choses très bénéfiques, comme par exemple, et Aurore l'avait dit tout à l'heure, moins de publicité quantitativement, parce que mieux ciblée, plus pertinente, moins de pollution visuelle, parce que moi, mon fils de 15 ans, voir des pubs pour les couches culottes, il s'en fout. En revanche, voir les dernières Nike ou Adidas, ça l'intéresse beaucoup plus. Et donc une bien meilleure acceptation, in fine, de la communication commerciale. Et c'est ce vers quoi, justement, en tant que professionnel de ce métier, j'essaie d'éduquer, c'est un bien grand mot, enfin en tout cas d'échanger avec nos clients, parce que je crois que c'est ce paradigme qui sera demain le paradigme gagnant. Donc une science, c'est aller chercher, à découvrir. Étienne, tu voulais rajouter un petit mot ça va. C'est surtout qu'il faut pas avoir peur quand on parle de neuromarketing. Encore une fois, ça va aider à mieux comprendre nos comportements et justement tous ces comportements inconscients et qui sont automatiques. Donc il ne faut pas en avoir peur et puis il faut pouvoir intégrer cette nouvelle donnée au sein même des réflexions, en tout cas des objectifs que les marques se donnent pour toucher leurs consommateurs. D'accord. Bah, très bien. N'ayez pas peur. Bon, écoute, en conclusion, j'avais juste un mot qui ferait plaisir certainement à Pierre, qui était
Alors je vais détourner une citation de Blaise Pascal qui disait un truc, et je vais la détourner en disant que l'émotion a ses raisons, que la raison ou l'attention ne connaît point. Donc voilà, sur ce, vous avez 4 heures. Merci et à bientôt.